Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet spécifique en IA qui est l'exploitation des données non structurées avec l'IA générative. Donc l'objectif de ce podcast aujourd'hui est de comprendre pourquoi une partie des données d'entreprise ne sont pas structurées et en quoi l'IA générative peut être un accélérateur dans l'exploitation de ces données. On sait qu'au sein des entreprises, on a de nombreuses données qui ne sont ni triées ni analysées car les outils d'analyse classiques ne le permettent pas et donc ça peut causer des pertes d'informations et qui sont très souvent importantes. Du coup, l'usage de l'IA générative va sembler être une piste prometteuse pour les analyser et va offrir de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, nous sommes avec Clément Parti. Bonjour Clément. Bonjour. Data Scientist chez Decideum, qui va nous en dire un petit peu plus sur ce sujet. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter. Bonjour, moi c'est Clément Parti, je suis Data Scientist chez Decideum depuis 6 ans et demi. J'interviens principalement sur des sujets autour de la data science, donc orienté un peu machine learning et deep learning, principalement dans le secteur du retail. J'ai un peu touché d'autres secteurs. Et ça va de la reconnaissance de texte à des algorithmes un peu plus classiques autour du pricing, etc. Très bien. Eh bien, bienvenue sur le podcast Clément et merci pour ta présentation. Donc, si nous reprenons le sujet, nous allons parler de l'exploitation des données non structurées. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous décrire et nous rappeler ce qu'est une donnée non structurée ? Si on veut vulgariser en quelques mots ce concept, en fait, on peut dire que les données non structurées sont un ensemble de données qui ne sont pas stockées dans un modèle prédéfini et souvent ils ne sont pas facilement analysables directement. En fait, en effet, la plupart du temps, les entreprises elles exploitent des données stockées sous format tabulaire, donc ça peut être un fichier Excel. Quand la volumétrie augmente, on va plutôt parler de base transactionnelle. Okay. Quand on est dans le cas du décisionnel, ça sera plutôt des data warehouse. Mais la plupart de ces solutions nativement ne gèrent pas bien des formats de type image, vidéo, et donc c'est là qu'on appelle ces données non structurées. Ces tableaux contiennent très souvent du texte et des nombres, du coup elles sont faciles à analyser, et du coup contrairement aux données non structurées qui sont dans un format brut et difficilement exploitable et analysable directement. D'accord. Du coup, par exemple, ça peut être des factures prises en magasin qui sont aujourd'hui difficilement interprétables par une machine, facilement, directement. Une piste audio d'un appel en call center qui nécessite des transformations, notamment un passage souvent de la bande-son au texte pour pouvoir l'analyser et savoir ce qui se passe à l'intérieur. Ok, et du coup, pourquoi on ne peut pas les exploiter avec des outils d'analyse classiques ? Aujourd'hui, la plupart des bases de données relationnelles et décisionnelles elles se sont construites autour de l'analyse de données sous format structural et tabulaire. Donc on va retrouver beaucoup de textes et de chiffres dans ces tableaux. On a quelques outsiders qui ont pris comme spécialité ces choses-là, l'exploitation de la donnée non structurée. Mais ça reste quand même assez marginal. Donc avant, il était souvent nécessaire de s'équiper d'outils très spécifiques pour chaque format de données qu'on souhaitait exploiter. Et depuis l'IA générative et sa démocratisation, en fait, cet ensemble de technologies peut être une piste intéressante pour éviter de devoir s'équiper dans trop d'outils surspécialisés dans l'analyse pour analyser un format très précis. Donc si je dois prendre un exemple, avant, quand on souhaitait analyser des factures, il fallait souvent s'équiper d'un outil d'OCR et souvent il avait été entraîné et spécialisé dans la lecture de factures. Donc c'était souvent des outils très difficiles à développer et aussi longs à mettre en place. Ça pouvait se révéler des fois très coûteux pour certaines tâches qu'on souhaitait automatiser. Et aujourd'hui, l'IA générative, en fait, ça peut nous permettre d'obtenir des résultats prometteurs en un temps de développement un peu plus court et avec une qualité qui peut sembler raisonnable sans investir beaucoup d'argent dans un premier temps. Ouais, donc des outils surspécialisés justement. Ok. Et justement, donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative. En quoi cette IA générative parvient-elle à exploiter cette donnée non structurée ? Est-ce que tu pourrais définir ce type d'IA ? Ouais, donc du coup, l'IA générative, déjà, si on repart un peu de la base, parce qu'on entend beaucoup parler, c'est une forme d'intelligence artificielle. Il n'y en a pas qu'une aujourd'hui. Et elle est capable de créer du contenu à partir de données existantes. Concrètement, elle peut générer du texte, des images, du son, du code informatique ou même plus récemment des vidéos, comme on l'a vu avec les annonces de Google. Elles apprennent surtout à partir d'une grande quantité de bases de données. Donc ça peut être des livres, des images, des musiques. Et en fait, c'est du fait qu'elles apprennent sur cette variété de formats qu'elles sont capables aujourd'hui de représenter n'importe quelle typologie de données mathématiquement et sous un format exploitable en base de données. Puis elle est capable du coup une fois qu'elle est entraînée sur des bases de ces grandes quantités de données, elle devient capable de produire des choses nouvelles
et qui ressemble souvent à ce qu'elle a appris, mais pas forcément un copier-coller. Ok, très bien. Et est-ce que tu pourrais vulgariser un petit peu ce qui se cache derrière l'IA générative en quelques mots? Comment ça fonctionne? Derrière l'IA générative, il y a beaucoup de choses qui s'y cachent. Déjà, notamment, il y a eu des actions, il y a aussi beaucoup d'actions humaines. Il ne faut pas penser que l'IA générative, c'est quelque chose d'automatique de A à Z, notamment dans son entraînement. OpenAI, etc., a eu tendance un peu à démocratiser ça et à faire de l'IA générative quelque chose de simple, mais elle a investi énormément de temps et d'actions humaines pour arriver à ce résultat-là. Donc si on simplifie un peu, déjà, on se penche déjà rien que sur l'IA générative textuelle. Donc une IA générative textuelle, c'est on lui donne du texte et elle produit un nouveau texte en sortie. On va s'appuyer sur des techniques issues du deep learning, donc elles vont avoir un certain nombre d'années. On va utiliser principalement ce qu'on appelle des réseaux de neurones, et en particulier une architecture qui a fait un peu boom récemment, enfin, il y a 5-6 ans quand même aujourd'hui, qu'on appelle les transformers. En fait, la principale particularité de cette architecture, c'est d'embarquer un mécanisme spécial qu'on va appeler attention. L'idée derrière ce mécanisme, c'est un peu de mimer ton cerveau en fait, ce qui se passe dans ton cerveau, et c'est de permettre à ce réseau de sélectionner les mots les plus importants, par exemple dans une phrase en fonction d'un contexte. Donc simplement, si je te prends une phrase très simple et banale, le chat mange la souris, pour interpréter l'information dans cette phrase, il y a des mots qui ont forcément plus de valeur que d'autres, pour comprendre la sémantique et le sens. Donc là, ça serait notamment chat, mange, souris. Les pronoms nécessairement ne sont pas forcément les choses les plus intéressantes de ce côté-là pour comprendre le sens. Et donc si on en revient, du coup, le but de ce mécanisme, tu vois, c'est de mesurer un peu quantitativement un degré d'attention à accorder à chacun des mots dans une phrase. Et là, c'est un exemple avec du texte, mais petit à petit, avec l'évolution des LLM, etc., l'attention, on a essayé d'appliquer cette attention à des données de différents formats. Donc on va retrouver l'image, le son ou même la vidéo. Voilà. Okay. Donc ça, c'est une première partie autour de Transformers. Après, il y a plein d'innovations, mais on va pas en parler autour de ça. Ok, très bien. Donc ici, il se base du coup sur une phrase qu'il va analyser et interpréter, qui va interpréter les mots les plus importants. Et du coup, comment ça se passe quand on écrit quelque chose et qu'il nous propose la suite du texte? Avant tout ça, en fait, pour qu'il fasse ça, pour qu'il soit capable de faire ça facilement, en fait, aujourd'hui, au préalable, il faut que le réseau, on dit qu'il soit entraîné. Et par exemple, dans le cas toujours des données textuelles, le modèle, on va d'abord l'entraîner à prédire le prochain mot, un peu comme les exercices qu'on faisait quand on était jeune de ce côté-là, des textes à trous, etc. On va exactement utiliser la même solution dans un premier temps. Donc si je te prends un autre exemple, si je fournis la phrase « à Paris, je visite la tour » et que derrière je te demande de compléter cette phrase, ici le réseau, il doit essayer de prédire le prochain mot et le plus pertinent. En notre cas, au vu de certains mots, des mots Paris, Tours, on va plutôt pencher sur Eiffel, et c'est là où le mécanisme d'attention va porter son attention sur Paris, Tours, et donc du coup, lorsqu'il va choisir sa réponse, privilégier par exemple le mot Eiffel. Okay. Et donc on va répéter cette opération des milliards de fois, on va prendre énormément de texte, on va cacher des mots, etc., un peu en mode texte à trous, et on va la répéter des milliards de fois, et on va permettre au modèle comme ça d'apprendre un peu une relation entre des mots usuels dans les phrases. Et ensuite, aujourd'hui, on peut faire avec des mots, mais on peut venir aussi mélanger des images et des mots. Et donc ensuite, on va pouvoir associer les concepts, mots et images directement. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver sur ce qu'on appelle aujourd'hui un peu de l'IA multimodale. Et voilà. Et donc ça, c'est une première phase d'entraînement souvent. Une fois qu'on a réalisé cette première phase d'entraînement, on va appeler ce modèle souvent un modèle de fondation. Et souvent, très souvent, même aujourd'hui, ChatGPT l'a fait, et c'est là d'ailleurs où OpenAI a très bien fonctionné. En fait, on va venir renforcer ce réseau à partir d'autres algorithmes. Et par exemple, pour ChatGPT, lors de son lancement, en fait, on dit qu'il a été renforcé à partir d'une technique qui se base aussi sur des actions humaines. Et ça permettait d'affiner la pertinence des réponses et aussi de créer un peu une censure dans le réseau. Par exemple, tout ce qui est politiquement incorrect, etc. On allait faire en sorte qu'ils ne répondent pas à ces questions-là. Ok, mais c'est hyper intéressant. Alors du coup, toi, sur quel cas tu as été amené à travailler? Est-ce que tu as été amené à travailler sur de la donnée textuelle, sur d'autres modalités de données? Oui, effectivement, j'ai été amené à travailler sur plusieurs typologies de données.
On a souvent commencé dans un premier temps avec des choses très simples, c'est-à-dire on travaille texte texte vers image, mais on ne mélangeait pas tous les concepts. Maintenant ça commence à arriver. Okay. Et donc si je donnais quelques exemples, déjà on a essayé, on résume par exemple un grand corpus de texte en quelques mots, par exemple. Donc si je dois prendre un exemple simple, on a des clients qui déposent des commentaires sur des fiches produits et on souhaite avoir un résumé de tout sur ce produit-là. On va pouvoir utiliser l'IA générative pour résumer un peu les grandes idées autour de ce produit-là. Donc l'intérêt de ça, c'est de pouvoir un peu illustrer par exemple la satisfaction autrement que par un contenu quantitatif, mais aussi un contenu qualitatif, et donc de mettre un peu les deux côte à côte pour permettre une meilleure prise de décision, etc. Okay. Après, il y a des choses un peu banales qu'on faisait avant, aussi avec du deep learning, mais on commence à faire avec de l'IA générative. Typiquement, on va essayer de commencer à classer des commentaires clients en fonction de différentes catégories. Ce qui est intéressant avec l'IA générative, c'est qu'on peut commencer à avoir des résultats intéressants sans entraînement particulier, donc investir énormément de temps dans la conception de bases de données, puisqu'elle a été entraînée sur énormément de bases de données au préalable. Et c'est une approche qui est plutôt rapide et facile à mettre en place. Et donc, en 2-3 jours, on peut avoir des résultats intéressants qui peuvent couvrir des fois des use cases simplement. Donc c'est plutôt pas mal. Et après on va retrouver des choses qui vont toucher un peu plus différents formats, comme on va lui demander d'extraire des objets importants ou des labels directement dans des images de produits. Ça peut être le Nutri-Score, un label de bio, etc. En extrayant ces informations-là, on va pouvoir ensuite les restituer en base de données sous format textuel et pouvoir par exemple les compter, etc. Et on va aussi pouvoir rechercher et résumer un contenu, simplement qui est dans une procédure par exemple qui est très très longue. Du coup l'utilisateur, par l'intermédiaire d'un chatbot, il va par exemple saisir une question et on va venir lui restituer une réponse de ce côté-là. Et après on va aussi pouvoir faire j'ai aussi fait quelques petites choses autour pour essayer de mimer un système d'OCR. Okay. En tentant d'extraire des informations d'une image en structurant l'échéance. C'est-à-dire que souvent les systèmes d'OCR aujourd'hui, on lui donnait une image, il nous donnait l'information, mais il ne l'interprétait pas ou peu, ou c'était des fois compliqué, où il fallait beaucoup passer de temps pour l'entraîner à avoir quelque chose de qualitatif. Aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant avec l'IA générative, c'est que tu es capable à la fois de lui donner l'image, il est capable d'extraire l'information brute et ensuite un peu de la structurer pour qu'ensuite toi tu puisses utiliser sous format un peu structuré de ce côté-là. Donc en fait, on passe d'un format déstructuré à un format structuré et ensuite on peut faire de l'analyse. Donc je pense que c'est un peu la force de l'IA générative de mon point de vue, c'est cette capacité à jongler en fait facilement entre les contenus de l'un à l'autre. Donc ça peut passer de l'image au texte, du texte à l'image, du son à l'image, et en fournissant que quelques instructions, et on n'engage pas nécessairement des temps de développement monstrueux, là où auparavant en fait quand on devait concevoir un modèle, on prenait du temps et on avait aussi besoin de beaucoup d'argent, notamment des bases d'entraînement, etc. Ce qui est toujours nécessaire, mais dans un premier temps, pas forcément primordial. Ok. On a déjà entendu quelques avantages, notamment le multimodal, le fait de faciliter la récupération des données. Y a-t-il d'autres avantages d'utiliser l'IA générative que ceux qu'on a présentés juste avant ? Je pense qu'effectivement on en a un peu déjà parlé, mais c'est vraiment sa nature polyvalente aujourd'hui qui va primer. On va aussi avoir en partie la facilité d'accès, on pourra en débattre après rapidement, mais la facilité d'accès aujourd'hui, notamment quand vous êtes une entreprise qui ne souhaite pas développer des modèles compliqués, etc., on devait faire appel à un data scientist. Aujourd'hui, maintenant, avec OpenAI et Gemini qui est mis à disposition à travers Google, on peut les appeler sous forme d'API. Et donc, on peut avoir à disposition une IA générative multimodale qui permet de traiter davantage de projets, souvent de petite envergure. Avant, en fait, on passait pas du temps sur ces projets-là parce qu'on se disait, en fait, ça va nous prendre beaucoup de temps pour le retour sur investissement. Donc on n'engage pas beaucoup de développement élevé, on facilite l'automatisation de certaines tâches qui nécessitaient un humain auparavant. Et aujourd'hui, en fait, avec ce qu'on voit autour des derniers modèles, autour de ce qu'on appelle la chaîne de pensée et les derniers réseaux qu'on peut appeler comme de ChatGPT O1, mais après il y en a beaucoup d'autres aussi qui ont été qui ont suivi, on voit qu'on commence à essayer d'entraîner les IA à produire des raisonnements simplistes pour réaliser des analyses comme lire un graphique, etc. Ok, très bien. Et justement, tu parlais en termes de coût. Combien ça peut coûter d'utiliser une IA générative ? Aujourd'hui, l'IA générative, elle peut être financièrement intéressante à utiliser pour réaliser des cas d'automatisation simples.
qu'on va devoir réaliser de manière peu fréquente, mais avec des volumétries quand même assez grandes. Mais attention quand même, lorsque la volumétrie augmente très fortement, on va toucher du big data, ou si on souhaite s'occuper d'IA générative spécialisée dans certains domaines, ou héberger directement sa propre IA générative chez soi, le coût d'accès, ça devient vraiment une véritable préoccupation. Et donc, le coût, en fait, aujourd'hui, ça peut être attrayant grâce à ces grands providers, du cloud, mais dès qu'on va vouloir un peu ramener l'information chez soi, etc., et avoir la primeur dessus, ça peut devenir une source de préoccupation de ce côté-là. Et donc, le coût, en fait, on peut le distinguer aujourd'hui de deux manières sur le marché. Donc l'API, je t'en ai un peu parlé de ce côté-là. Donc on va retrouver deux gros fournisseurs aujourd'hui à mes yeux. Après, il commence à en avoir d'autres. Hein. On va retrouver des spécialisés. Donc moi, ce que j'utilise principalement, c'est Microsoft Azure OpenAI par le biais d'Azure. Donc là, on va retrouver souvent tous les modèles autour de ChatGPT, GPT-4o, etc. Okay. Et Google, qui à travers son produit Vertex AI, va nous mettre à disposition souvent Gemini. Donc là, cette fois-ci, on va en retrouver d'autres comme Anthropic, avec Claude, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, le point commun que ont tous ces providers, c'est que le modèle ne vous appartient pas, il n'est pas hébergé chez vous, donc c'est plutôt simple à utiliser. Et vous allez payer en fait avec une monnaie qui est en fait le nombre de tokens. Grossièrement, qu'est-ce que c'est un token? Pour faire simple, c'est un mot, une syllabe directement dans le texte. Donc pour faire simple, quand tu envoies un message à ChatGPT aujourd'hui, tu lui envoies un texte, ce texte est découpé en tokens. Et lui, il va te répondre avec un texte et qui lui-même est découpé en nombre de tokens. Donc dans ce processus, on voit qu'il y a des tokens qui vont entrer, ce que toi tu as demandé comme question, ta question par exemple. Donc là, on va appeler ça des tokens entrants. Est-ce que la réponse qu'il t'a fournie, on va appeler ça plutôt des tokens sortants. Les tokens, ça peut être aussi des images, hein. Là on parle de texte, mais ça peut être des images, du son, etc. Et donc dans le cas de ces providers, souvent ce qu'on va faire, c'est on somme les deux, on multiplie par un prix indexé aux millions de tokens, et ça t'obtiendra le prix total par requête de ce côté-là. Donc ça, on va dire, en fait, ce qui est intéressant dans ce là, c'est qu'en quelques temps, en quelques jours, tu peux vraiment accéder à l'IA générative qui est vraiment bonne, et t'as pas beaucoup de coûts d'investissement au départ, et tu payes qu'à l'usage de ton IA. On va distinguer une deuxième chose aujourd'hui, ça va être le fait de l'héberger chez soi. On va installer le modèle directement sur un serveur chez soi. Donc là, en fait, ça t'offre une plus grande autonomie, une meilleure sécurité. Mais les serveurs, souvent, vont être assez gros, et ça, quelques kilowatts. Pour faire simple, en fait, on va avoir besoin de GPU, de carte graphique. Et donc, déjà, on peut encore s'en sortir pour pas trop cher si on utilise les réseaux qu'en mode... on l'appelle inférence, donc en gros quand tu viens lui poser une question et qu'il te répond, c'est ce qu'on appelle en mode inférence. Et dans ce cas-là, on va on va tabler sur des cartes graphiques assez modestes et donc à des prix encore assez raisonnables. Mais dès qu'on va vouloir renforcer notre algorithme, essayer de l'apprendre, etc., là on va avoir besoin de GPU beaucoup plus puissants, donc de cartes graphiques GPU. Et là on va appeler pour les connaisseurs, on va utiliser ce qu'on appelle pour les connaisseurs des H100, des A100. Et ça peut vite coûter, par exemple, moi récemment on a fait une petite étude et on payait à peu près 68 €, ça commençait à partir de 68 € de l'heure, donc ça peut vite budgéter ce côté-là. Et au-delà du matériel, en fait, utiliser cette technologie, elle est simple, mais comme je te dis, la première, elle ne nécessite pas nécessairement de data scientist très qualifié, alors que dans ce cas-là, il faut quand même disposer de profils qualifiés, de temps, et maintenir tout ça, ce qui peut prendre nécessiter beaucoup d'argent. Voilà. Ok, ouais, donc on pourrait voir le coût finalement comme étant une limite. Tout dépend aussi de la façon dont on va l'utiliser. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres limites auxquelles on peut être confronté quand on utilise de l'IA générative? Aujourd'hui, oui, une des grosses limites, et on en entend parler, c'est l'interprétation du résultat. Aujourd'hui, l'IA générative, notamment le LLM, c'est une boîte noire. On va effectuer des milliards de calculs dans un réseau. Et donc il est impossible de comprendre la décision du réseau facilement. Alors, il y a des études qui sont menées aujourd'hui pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, etc. Donc on a des pistes, on va dire, mais ça reste quand même très du domaine de la recherche. Et donc il est difficile d'évaluer la pertinence de la réponse. Et lorsque l'IA générative se trompe, il est parfois difficile d'expliquer facilement pourquoi elle s'est trompée.
et du coup d'essayer de trouver des leviers, des actions de correction pour corriger notre erreur de ce côté-là et être certain que cette erreur sera réglée ensuite. Okay. Et on peut aussi noter une difficulté autour de la véracité de l'information générée. On a un peu tous utilisé ChatGPT et on voit qu'en fait il a plutôt ce réflexe à vouloir forcément proposer une solution, répondre quand même quelque chose, même si des fois il ne sait pas. Et donc on entend souvent parler d'hallucinations. Et en fait c'est très compliqué de devoir mesurer ces hallucinations. Souvent ces hallucinations ça correspond à un résultat qu'on ne souhaitait pas, qui était non attendu. Donc ça peut être par rapport au format de données qu'on lui demandait en sortie, ou par exemple dans la véracité des propos qui sont tenus dedans. Et ça c'est très compliqué à détecter. Et aujourd'hui ça peut être des limites, voire des freins majeurs à l'utilisation de l'IA générative dans certains projets. Et oui, pour moi en fait aujourd'hui c'est 2 limites majeures qui peuvent arriver au-delà du coût, le coût en fait est une limite en fonction de votre projet. Et ça peut réellement mettre en péril un projet d'IA de ce côté-là. Ok, donc si on résume un petit peu, l'IA générative du coup est une nouvelle piste intéressante pour exploiter des données non structurées de par son entraînement sur des millions de bases de données. Elle permet de passer d'un format d'information à un autre. Son caractère assez polyvalent et sa capacité à pouvoir l'orienter grâce à des instructions permettent de mettre en place certains cas d'usage assez rapidement, comme tu as pu nous le dire juste avant. Là où avant, il était nécessaire de mettre en place des solutions spécifiques. Néanmoins, il faut quand même rester vigilant et ne pas négliger parfois un petit peu le côté aléatoire dans certaines de ses réponses. Et puis son coût aussi peut se révéler lourd si, tout dépend du projet lorsque l'on souhaite traiter des cas d'usage à forte volumétrie. Eh bien, merci beaucoup Clément pour ton intervention. Et puis, merci à vous tous d'avoir écouté et à très bientôt.